Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat alors que le gouvernement s'apprête à dévoiler ce matin à l'occasion d'un comité interministériel de nouvelles mesures de simplification pour les entreprises et les particuliers. Le Sénat a adopté hier à l'unanimité le projet de loi de simplification des relations entre l'administration et les citoyens. Premier pas de la modernisation de l'État envisagé par le gouvernement, car il faut dire que ce texte contient une petite révolution juridique selon Matignon. Le silence de l'administration vaudra désormais acceptation et non plus rejet comme c'était le cas auparavant. Alors pour en savoir plus, direction l'hémicycle pour suivre cette séance. Bonne matinée à tous. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur Jean-Pierre Sueur, Monsieur le rapporteur Hugues Portelli, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, le texte que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui au nom du Premier ministre exprime l'engagement du gouvernement de moderniser notre action publique. Dans un monde qui change, nous souhaitons mieux répondre aux attentes des citoyens, des usagers, pour conjuguer l'action publique de l'État jusqu'aux collectivités locales. Dans cette perspective, nous vous proposons d'engager 3 réformes importantes pour les Français, 3 réformes qui permettront de simplifier et d'améliorer les relations entre les Français et les administrations, toutes les administrations. Faciliter la saisine de l'administration par les usagers grâce à l'utilisation du numérique, codifier les règles qui régissent les relations entre les citoyens et l'administration, changer en profondeur la relation entre usagers, citoyens et administration. Nous vous proposons aussi d'inverser le principe du refus tacite qui prévaut aujourd'hui au profit d'une généralisation de l'accord tacite de l'administration. Excusez-moi. Voilà 3 outils qui permettent de répondre mieux et plus vite. La mise en place d'un droit de saisine des autorités administratives par courrier électronique permettra de sécuriser juridiquement les nombreux échanges numériques qui existent déjà via Internet, y compris en dehors des téléprocédures dédiées, et permettra aussi de donner à ces échanges une valeur de nature comparable au courrier papier. Évidemment, nous mettrons des garde-fous contre les demandes abusives et le faible nombre de problèmes constatés dans les pays européens ayant déclenché cette évolution aujourd'hui nous rassure. Ce nouveau droit viendra compléter les efforts que font la plupart des administrations en mettant à la disposition des usagers des téléprocédures qui fonctionnent très bien, à l'instar de celle qui a permis à 13,5 millions de Français de déclarer en ligne leurs revenus cette année, soit 6% de plus que l'an dernier. Je tiens à souligner également que c'est un levier d'amélioration des conditions de travail des agents, pour qui les demandes abusives sont moins délicates à gérer par mail qu'au téléphone, ou plus dur encore, au guichet. Nous vous proposons d'autoriser, dans certains domaines, la communication des avis donnés par une autorité au cours de l'instruction d'un dossier pour permettre aux usagers d'améliorer leur projet et anticiper une décision défavorable. Il s'agit pour nous de renforcer la transparence et l'élaboration de la décision administrative et de limiter les risques contentieux, enfin et surtout que chacun, à sa place, puisse gagner du temps. Dans son article 2, ce projet de loi prévoit la création par ordonnance d'un code relatif aux relations entre les administrations et les usagers. Nous avons décidé de reprendre à notre compte ce projet de code de l'administration lors du premier comité interministériel de la modernisation de l'action publique le 18 décembre 2012, tout en tirant les leçons de la précédente tentative d'une circulaire datée du 30 mai 1996, qui, suite à une mauvaise définition du projet, avait été abandonnée en janvier 2006. C'est pourquoi nous proposons un code qui soit lisible pour les usagers et qui soit centré sur la seule question de sa relation avec les administrations.
Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la complexité du monde appelle des procédures pour protéger les citoyens et leurs droits fondamentaux, c'est certain. Elles sont l'apanage d'un État de droit. Néanmoins, quand elles deviennent illisibles et à ce point complexes, quand elles freinent abusivement l'activité économique et les projets des Français, alors oui, nous avons le devoir de rationaliser ces règles et de simplifier ces procédures. Le Président de la République a fait de la simplification des normes et des démarches administratives un combat qui nous engage tous pour la compétitivité de notre pays et le bien-être de nos concitoyens. Le gouvernement sollicite votre habilitation pour ces réformes structurelles avec le Premier ministre. Nous avons souhaité insérer à cet ensemble de réformes que je vous présente aujourd'hui les autorisations tacites. C'est ainsi que l'amendement numéro 3 du gouvernement lance la mise en chantier de la mesure annoncée par le Président de la République sur l'effet du silence de l'administration. Demain, le silence de l'administration sur une demande vaudra en principe acceptation. Cette révolution administrative, révolution juridique, va faciliter les projets de développement publics ou privés et améliorer la réactivité des services administratifs en charge de veiller au respect des procédures légales. Aujourd'hui, le principe général considère qu'en l'absence de réponse de l'administration dans un délai de 2 mois, son silence vaut rejet de la demande. C'est cela que le gouvernement entend changer. Sachez qu'il existe d'ores et déjà plus de 400 procédures dérogatoires soumises à un régime d'approbation tacite en vertu de l'article 22 de la loi 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Mais malgré leur nombre, elles demeurent toutefois largement minoritaires dans le quotidien des Français. Aussi, le gouvernement propose de faire de la règle qui prévaut déjà pour la plupart des permis de construire, des autorisations de défrichement ou de recours au chômage partiel un principe de droit commun. Toutefois, le gouvernement prendra ses précautions, notamment dans le cas où sont en cause les droits et libertés individuelles et où l'application d'une règle différente est imposée par une convention internationale ou par le droit communautaire. Seront aussi exclus les demandes à caractère financier et les procédures sensibles ou complexes mettant en cause des enjeux de protection de l'ordre public ou des risques d'atteinte grave à la sécurité, à la santé ou à l'environnement. C'est ainsi que nous proposons la constitution d'un groupe de travail avec les principales associations d'élus et de parlementaires des 2 chambres pour identifier les procédures locales concernées. La commission consultative d'évaluation des normes, dont la réforme est en cours, sera mobilisée elle aussi en ce sens pour apporter aux collectivités toutes les garanties de transparence nécessaires à un tel exercice. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, le choc de simplification annoncé par le Président de la République le 28 mars 2013 est au cœur de l'amélioration de la compétitivité hors coût de notre pays, comme l'ensemble de la démarche de modernisation de l'action publique. Nous avons besoin d'une action publique forte, au service du quotidien et de l'avenir des Français, sur tous les territoires. Elle sera d'autant plus forte et d'autant plus efficace car elle sera simple et coordonnée. La force de notre pays, c'est d'avoir su et de savoir s'adapter. La force de nos services publics, c'est aussi de s'adapter sans cesse. Par cette habilitation générale, nous proposons au pays des réformes structurelles majeures qui auront des conséquences réelles sur la vie quotidienne des entrepreneurs et de tous les Français. Voilà l'ambition du gouvernement. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Hugues Portelli, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, le projet de loi d'habilitation qui vous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement législatif qui n'est pas spécifique à la France et qui a débuté il y a maintenant un peu plus de 40 ans. Et ce mouvement tend à mettre le service public au service du public, en changeant radicalement les relations entre les administrations, qu'elles soient nationales ou locales, directes ou déléguées, et les usagers. Il concerne aussi bien les États de droit écrit que ceux de common law, et l'Union européenne, comme le Conseil de l'Europe, ont accompagné et favorisé ce processus.
L'acte de naissance de ce mouvement, c'est la loi créant le médiateur de la République en janvier 1973, et elle a été suivie par d'autres, la fameuse loi qui a créé la CADA, relative à l'accès aux documents administratifs en 1978, puis celle qui a été relative à la motivation des actes administratifs en 1979, et surtout la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration. Toutes ces lois vont dans le même sens, simplifier et rendre plus transparentes les procédures administratives. Et leurs traits essentiels sont d'abord le contrôle par l'usager du service public des décisions qui sont prises à son égard, qu'il s'agisse de l'accès aux documents administratifs, de la motivation de ces actes, de leur opposabilité. D'autre part, la compréhension de ces actes, qui doivent être à la portée du public le plus large et le moins formé aux subtilités du droit administratif. Troisièmement, la possibilité d'utiliser les procédures les plus modernes et les moins contraignantes pour dialoguer avec les administrations. Quatrièmement, de pouvoir accéder à tous les niveaux et à tous les types d'administration. Et donc cet ensemble d'objectifs est loin d'être arrivé à son terme. Il est loin d'être arrivé à son terme. Pourquoi ? Parce qu'il s'est heurté en permanence à des barrages, le principal d'entre eux étant la routine administrative. Mais le second aussi, c'est l'absence de volonté politique constante des gouvernements successifs pour avancer de façon non chaotique dans cette direction. Alors les deux outils traditionnels de ce mouvement législatif, et réglementaire d'ailleurs, sont la codification et les ordonnances. Les lois de simplification, qui ont été nombreuses au cours de la dernière décennie, qu'elles soient d'origine parlementaire ou gouvernementale, ont donc eu largement recours à cette procédure. Après avoir été relancée dans la deuxième moitié des années 1990, la codification s'est ensuite essoufflée et elle est appelée à un nouveau départ avec la circulaire du Premier ministre du 27 mars 2013. Elle avance lentement, non pas du fait de la Commission supérieure de codification, qui fait un très bon travail, et qui a donc d'ailleurs rédigé quelques codes qui ne demandent qu'à être mis en œuvre, mais du fait de l'attitude des gouvernements successifs qui laissent ces travaux de la Commission de codification en déshérence, au risque de les voir devenir obsolètes. Et donc, adopter ces codes, une fois qu'ils ont été élaborés, devient une urgence absolue. La codification des différentes dispositions d'ordre législatif ou réglementaire relatives aux relations entre les administrations et leurs usagers est un des objectifs du projet de loi, qui prévoit notamment l'achèvement du code de l'expropriation. Alors, en ce qui concerne ce dernier, les travaux de la commission de codification sont très largement avancés, ils sont quasiment clos. Il s'agit essentiellement de se mettre à jour de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et demande donc une mise à jour rapide. Par contre, l'élaboration d'un code des relations entre les administrations et leurs usagers est beaucoup plus complexe, car elle nécessite 3 précautions. La première, c'est de ne pas remettre en cause les codes qui existent et qui fonctionnent bien, notamment le code de justice administrative, le code de l'urbanisme ou le code de l'environnement. Et donc la procédure qui sera utilisée, c'est celle des renvois vers ces codes tels qu'ils sont. La deuxième précaution, c'est de travailler non pas à droit constant, mais en intégrant les objectifs de la loi d'habilitation. Et enfin, troisième objectif, c'est peut-être le plus important, c'est d'élaborer un code destiné au public le plus large et donc qui soit maniable et compréhensible par les non-spécialistes du droit administratif. Alors, depuis 1999, la méthode utilisée pour la codification, vous le savez, c'est celle des ordonnances, puisque sa dimension technique le justifie. Mais le recours aux ordonnances est freiné par l'incapacité chronique des pouvoirs publics, traduisez des gouvernements successifs, à mettre en œuvre les habilitations législatives. Celles-ci sont très souvent dépourvues d'effet, faute d'élaboration des ordonnances par les gouvernements. Il a fallu réhabiliter, dès lors, les gouvernements suivants, et d'ailleurs, souvent, sans le moindre résultat. Et lorsque les textes sont élaborés et qu'ils ne sont pas soumis à ratification, eh bien, ils deviennent vite obsolètes, faute de s'être mis d'accord sur un délai suffisamment long et sur un champ suffisamment large.
Alors aujourd'hui, le projet de loi que nous avons a un air de famille avec les projets de loi d'habilitation antérieurs, puisqu'en grande partie, il puise son contenu dans les lois d'habilitation qui ont été successivement votées par cette Assemblée et l'Assemblée nationale depuis 2004. Et donc, il s'agit d'espérer que cette fois-ci, ce sera la bonne. Alors, quelles sont les grandes orientations de ce texte? Il prévoit donc, comme on l'a rappelé, de faciliter le dialogue entre les administrations et les citoyens en généralisant le recours aux nouvelles technologies de l'information, l'adoption d'un code des relations entre l'administration et le public, mais il porte également, Madame le ministre vient de le rappeler, en germe une rénovation du processus de décision de l'administration. D'abord, un mot sur la simplification des relations entre les administrations et les usagers, ce qu'on appelle dans le texte le public. D'abord en créant ce code des relations entre les administrations et le public. Madame le ministre l'a rappelé, cette idée n'est pas nouvelle, mais cette fois-ci, la démarche est différente, car elle est plus pragmatique. Elle tire en effet les leçons de l'échec de la précédente tentative d'élaboration d'un code de l'administration. Le code envisagé cette fois-ci est beaucoup plus modeste, plus orienté vers le citoyen que vers l'administration. Il n'est plus question d'une somme regroupant en sus des dispositions ayant trait aux procédures administratives non contentieuses, l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation de l'administration, y compris les autorités administratives indépendantes. De toute façon, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent se reporter au DALOS du Code de l'administration qui avait déjà fait le travail. Ce n'est pas une page de publicité, je tiens à préciser, pour les services de la séance. Et donc, l'objectif, cette fois-ci, c'est d'aller vers un texte plus instrumental, destiné au public, qui ne regroupera que les dispositions relatives aux relations entre l'administration et ses usagers, dont il énoncera les grands principes, tels que l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables ou le droit d'accès aux documents administratifs. Ces grands principes pourraient faire l'objet d'un titre préliminaire, d'après ce que nous a dit le rapporteur public de la Commission. Il contiendrait également les règles générales du régime des actes administratifs unilatéraux. Ce code sera donc généraliste et supplétif, le gouvernement indiquant dans l'étude d'impact qu'il n'avait pas vocation à attraire dans son champ les dispositions qui sont déjà codifiées. Alors l'un des problèmes des tentatives antérieures était l'absence d'organes de pilotage. Cette fois-ci, donc, le secrétariat général du gouvernement s'en charge. Et c'est lui donc qui aura la tutelle de la Commission supérieure de codification afin de recueillir bien l'avis de tous ceux qui sont concernés, notamment les praticiens. Le code se fera donc à droit non constant, et ça vous explique pourquoi il est prévu des délais modulables d'habilitation qui permettront de procéder donc par étapes. Deuxième caractéristique du texte, la consécration des nouvelles technologies par l'instauration d'un droit de l'usager à saisir l'administration par la voie électronique. Alors ce n'est pas nouveau, puisque c'est depuis 2005 que ce type de démarche a été amorcé, mais cette fois-ci, donc, le gouvernement demande une habilitation plus générale pour adapter les administrations et le public aux évolutions technologiques. Le gouvernement sera également habilité à simplifier les démarches du public auprès des administrations et l'instruction des demandes. Alors, une fois abordé donc le champ, voyons maintenant ce qu'il en est de la rénovation du processus de décision. Le premier point, c'est le nouveau régime des décisions implicites. Lorsque le texte initial du gouvernement était arrivé ici, il n'y figurait pas. Nous avons donc demandé au gouvernement d'intégrer ces dispositions dans le texte, de façon à éviter que la loi d'habilitation devienne obsolète au bout de 6 mois. Donc, par une petite micro-navette entre le gouvernement, le SGG et la Commission, donc, nous avons pu bénéficier d'un amendement qui est donc l'article additionnel au projet de loi d'habilitation, qui intègre donc la proposition du président de la République suivant laquelle donc le silence de l'administration à l'expiration d'un certain délai ne vaudrait plus rejet, mais autorisation. Ce qui inversera donc le principe énoncé à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000. Sauf dans les cas où un régime de décision implicite de rejet serait institué,
le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'autorité administrative sur une demande vaudrait décision d'acceptation. Alors bien entendu, Madame le ministre l'a rappelé tout à l'heure, il y a toute une série de cas dans lesquels ce type de principe ne pourra pas prévaloir. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel l'avait rappelé dès 1995 dans une de ses décisions. En matière d'engagements internationaux, d'ordre public, de protection des libertés ou de sauvegarde des autres principes à valeur constitutionnelle, eh bien, il ne pourrait pas être introduit un tel principe. La loi de 2000 a ajouté, et l'amendement du gouvernement le reprend, que les décisions en matière financière, à l'exclusion du domaine de la sécurité sociale, sont également visées. Alors il est évident que cette inversion du principe va entraîner un profond changement de la culture administrative de l'État et des collectivités publiques. Aujourd'hui, la logique qui prévaut, c'est la logique du contentieux, qui permet à l'administré de saisir le juge en cas d'inertie de l'administration. Demain, le risque de décision tacite illégale agira comme un aiguillon de l'administration. Bien entendu, il faudra veiller à ce que ne se mettent pas en place des dispositifs de contournement, par exemple par l'instauration de délais rallongés ou de moyens de retarder le déclenchement des délais de naissance des décisions implicites. De même, il ne faudrait pas que les dérogations aux principes nouveaux conduisent par leur nombre à le vider de toute portée. Donc la commission des lois, ce faisant, a donné un avis favorable à ce dispositif, en constatant notamment que le gouvernement s'accorde un délai de 2 ans pour le mettre en œuvre au niveau de l'État, des collectivités territoriales, 2 ans pour les collectivités territoriales et 1 an au niveau de l'État, ce qui lui permettra donc, après concertation, de pouvoir faire le relevé de tous les cas dans lesquels ce principe devra être mis de côté. Autre aspect de la rénovation du processus de décision, la possibilité d'accéder aux avis préalables et de modifier en conséquence sa demande, quand on est donc usager, lorsque celle-ci est en cours d'instruction. Là encore, c'est une rupture avec la règle traditionnelle de non-communicabilité des documents préparatoires à une décision administrative, qui est posée par la loi du 17 juillet 1978. L'article 1er va habiliter le gouvernement à prendre les dispositions législatives pour prévoir qu'en principe sont communicables au demandeur les avis rendus sur sa demande avant que la décision ne soit prise. Cette mesure concernerait tous les avis dès lors qu'ils seraient formalisés et émaneraient d'une autre instance que l'autorité administrative institutrice du dossier. Ne seraient exclus de son champ que les avis dont la communication porterait atteinte à la protection d'un secret ou aux contraintes inhérentes à l'instruction des dossiers. Alors la commission des lois, vous le verrez, donc a modifié ce texte de façon à ce que les avis négatifs soient motivés, de façon à ce qu'ils puissent donc avoir des effets pour l'usager qui les demande. Troisième élément nouveau, le renforcement de la participation du public à l'élaboration des actes administratifs. Et donc, l'idée, c'est que sans reprendre les dispositions qui sont relatives aux enquêtes publiques qui figurent déjà dans le Code de l'environnement et de l'expropriation, le Code des relations entre l'administration et le public puisse fixer des règles générales en la matière qui seraient un tronc commun pour l'ensemble des autres codes que ceux qui sont exclus. Quatrième élément, l'élargissement de la faculté de recourir aux nouvelles technologies pour délibérer ou rendre des avis à distance. Donc, l'idée que propose le gouvernement, c'est de l'habiliter à étendre cette faculté à tous les organes des autorités administratives, y compris les autorités administratives indépendantes. Ce qui permettrait évidemment d'alléger les formalités. La commission des lois n'y est pas défavorable, à condition bien entendu que l'on préserve chaque fois la collégialité des délibérations des dites autorités. Et je crois que le gouvernement là-dessus nous a suivis. Enfin, dernier point, la simplification et l'unification des règles relatives au régime des actes administratifs. Donc le gouvernement prévoit que la nouvelle dispositif législatif aurait pour but de simplifier et, je cite, lorsque cela est possible, d'unifier les règles relatives au régime des actes administratifs. Alors nous avons regardé ce qui est dans l'exposé des motifs. L'exposé des motifs fait allusion au retrait. Donc ça vous explique pourquoi
nous avons précisé qu'il s'agissait bien du retrait des actes administratifs, mais après avoir dialogué avec le gouvernement, nous y avons rajouté l'abrogation, de façon à ce que aucun des champs de cette simplification ne soit oublié. Alors, un mot pour parler de la refonte du Code de l'expropriation. C'est une refonte qui est en cours depuis 2004. Elle est quasiment terminée, d'après ce que nous ont dit les gens que nous avons auditionnés. Et donc, je pense que cette fois-ci, nous pourrions enfin voir ce fameux Code de l'expropriation pour Code d'utilité publique. Alors, le travail de la Commission, donc, je vous l'ai déjà en grande partie énoncé. Je voudrais dire qu'il a surtout porté sur 2 points. Le premier point, c'était de clarifier la rédaction du projet de loi, notamment pour parler des bénéficiaires du texte, c'est-à-dire le public. Alors, le public n'est pas une catégorie juridique très usitée en droit administratif. Alors, vous remarquerez, si vous lisez le texte de la Commission, qu'on a essayé de le faire sortir au maximum du libellé, mais en même temps, on n'a pas voulu non plus contrarier le gouvernement, donc on a utilisé le moins souvent possible le mot public, et on a utilisé donc des circonlocutions qui permettent d'arriver au même résultat sans froisser les professeurs de droit public que je connais bien. Voilà, donc ça c'était pour le droit, pour le public. Ensuite, la deuxième question, c'était celle des autorités administratives. Alors là aussi, on a eu un dialogue intéressant avec le gouvernement parce que, en fait, le texte aussi était souvent très fluctuant. C'est-à-dire que d'un article à l'autre, d'un alinéa à l'autre, ce n'était pas le même mot qui était utilisé. Tantôt des organismes, tantôt des autorités, tantôt des administrations. Donc il fallait savoir un petit peu ce qu'on voulait. Donc nous sommes partis sur une démarche de simplification, à notre tour, et donc nous avons utilisé la terminologie qui est utilisée dans la loi de 2000. Mais il nous a été expliqué, très récemment, qu'en fait le gouvernement ne faisait pas allusion à la loi de 2000, mais à la loi sur la CADA. Et que donc il fallait faire référence aux autorités administratives telles que la CADA l'entend. Et donc, dans un esprit constructif, la Commission s'est ralliée à ce point de vue. Alors, en ce qui concerne les avis préalables, je vous ai déjà dit que donc, nous souhaitons que chaque fois que possible, donc, premièrement, eh bien, pour les avis qui seront défavorables, ils sont motivés, et que deuxièmement, les débats, lorsqu'il s'agira d'utiliser les nouvelles technologies, ces débats soient en permanence collégiaux. Voilà donc pour l'essentiel, Monsieur le Président, Madame le Ministre, ce qui ont été les travaux de la Commission, qui, sur ce texte, donc, a eu un point de vue globalement positif. Merci, Monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Alain Richard pour le groupe socialiste. Madame la Ministre, mes chers collègues, je souhaite bien entendu me placer dans la suite du propos du rapporteur avec lequel je suis tout à fait d'accord. Et je voudrais, au nom de mon groupe, me concentrer principalement sur la composante codification, donc le texte d'habilitation que vous nous présentez, Madame la Ministre. Ce que je veux dire en commençant, c'est qu'évidemment, cette démarche est cohérente avec l'objectif de simplification qui a été fixé par le Président de la République et qui répond à une attente très, très profonde chez les différents partenaires de la société française et qui, je le souligne, crée maintenant une situation de tension, voire de méfiance ou d'hostilité vis-à-vis de la puissance publique du fait de la perte de lisibilité de beaucoup de règles inspirant ou encadrant le travail de l'État. Alors, cette codification, Hugues Portelli a très bien dit qu'elle se fixait un objectif limité, et pour ceux qui ont eu à se frotter à cet exercice, on voit bien que l'un des sujets les plus, vertigineux, c'est la délimitation, c'est la fixation des bordures extérieures du travail de codification. Évidemment, quand on part du cœur des missions de l'État, ça peut aller très très loin. Donc le choix qui a été fait et que le rapporteur a très bien décrit est indiscutablement le bon. C'est celui qui est cohérent avec la démarche de simplification. Ce que je veux simplement souligner par témoignage personnel, c'est que c'est un processus intellectuellement très exigeant, parce que ça oblige à essayer de reconstituer une cohérence qui est celle du législateur dans sa continuité,
à partir de textes épars, souvent adoptés sous l'empire de circonstances et modifiés ou ajustés par de multiples reprises. Donc c'est un des travaux les plus ardus et c'est un de ceux aussi dans lesquels on voit le mieux travailler ce que j'appelle ce que nous appelons entre, disons, les familiers, la fabrique de la loi. Et, Madame la Ministre, c'est l'occasion de rendre hommage, parce qu'on n'en a pas si souvent l'occasion sur ces bancs, à tous ceux qui constituent le noyau humain de la fabrication de la législation en France et de la réglementation, autour, bien entendu, du secrétariat général du gouvernement, mais je vais aussi souligner l'apport extrêmement utile de beaucoup de services ministériels qui délèguent un ou plusieurs agents de haute qualité pour contribuer à ce travail de préparation. Et je crois qu'il faut aussi se dire, et ça peut être une indication que vous gardiez à l'esprit, Madame la Ministre, que du fait des évolutions historiques, des partages de départements ministériels, on peut se faire un petit guide des niveaux d'aptitude et des niveaux de potentiel des différents services juridiques des ministères, avec des étoiles. Et quand vous avez affaire, et c'est vrai aussi bien du gouvernement que du législateur, à un ministère vraiment démuni de ce point de vue, c'est-à-dire qu'il n'a plus le matériau humain, le potentiel humain pour fabriquer ses propres textes, évidemment, on se trouve dans des situations préoccupantes. Mais donc, je conclus ce rappel de l'extrême utilité et du très fort dévouement de l'ensemble des agents publics qui participent à la fabrication de la loi en soulignant le rôle également d'autant plus constructif qu'il s'agit en général de tâches en surcroît des autres qui est exercée par la commission de codification. J'ai eu l'agrément d'y participer dès sa création. Il y a 35 ans, c'était une des conséquences de la loi de 78, et nous y tenions. Et j'ai eu l'agrément aussi d'y participer à différents épisodes, et je crois qu'il faut dire que c'est une référence. Le travail de révision qui est fait par le Conseil d'État en fin de parcours démontre, à chaque fois que j'en ai été témoin, que le travail de codification a été parfaitement bien mené. Et donc, si j'ai simplement un petit message à adresser à la ministre, c'est évidemment, au milieu des efforts de répartition de la pénurie qu'il faut faire, d'essayer de préserver les moyens humains de cette fabrique de la loi. La mission de ce texte va être évidemment l'unification de notre droit, à partir donc de composantes qui peuvent être, qui n'ont pas forcément atteint complètement la cohérence. Et l'expérience a montré que quand on fait ce travail, donc on a réussi déjà à recenser l'ensemble des textes qu'il faut mettre en jeu. On trouve des différences historiques dont plus personne ne retrouve la justification. Et je pense que notamment dans les procédures d'examen des dossiers, dans les procédures de préparation de décisions, qui s'appliquent en réalité dans les différents départements ministériels, il y a encore des différences que ce travail de codification va permettre, me semble-t-il, soit d'expliquer, soit plus préférablement de surmonter. Et puis dans la matière très particulière dont nous parlons, qui est donc en réalité les procédures administratives dans leur contact avec le public, dans leur dans l'issue qu'elles apportent à la société dans son ensemble, la jurisprudence administrative a un rôle très important. Et donc, j'imagine que ça ne se fera pas sans quelques réticences. En tout cas, c'est ce que j'ai encore entendu il y a peu de semaines au sein de la commission de codification. Mais je crois qu'il faudra, malgré tout, surmonter le petit sens particulier de la propriété que peuvent encore éprouver quelques membres du Conseil d'État pour que nous transférions cette jurisprudence dans des règles de droit positif, comme on a été capable de le faire il y a 15 ans pour faire le Code de justice administrative. Et Dieu sait qu'il a rendu service. Alors, sur le périmètre et le champ d'application, Hugues Portelli a dit ce qu'il fallait dire. Simplement, moi, d'expérience, et en mesurant quand même la modestie qu'il faut garder dans ces travaux, je ne suis pas sûr qu'il soit raisonnable de chercher à conclure de façon formelle au moment de la loi d'habilitation sur ce que sera le champ d'application final. Parce qu'il résultera aussi du travail de codification et de sa logique.
Et puisqu'après tout, ça c'est aussi un progrès que nous avons fait dans la pratique de l'article 38 de la Constitution, on est arrivé maintenant à un vrai système de validation a posteriori des codifications par ordonnance. Et donc, la loi de ratification peut être l'occasion de compléter ou d'adapter des éléments du champ d'application qui se sont révélés pendant le travail de codification. À ce sujet, d'ailleurs, je souhaiterais, là aussi du fait des épisodes auxquels j'ai pu participer, je souhaiterais vous faire une suggestion, ainsi qu'aux services qui travaillent sur ce projet, Madame le Ministre. Je crois qu'il est utile, notamment lorsqu'on travaille à droit non constant, ce qui est évidemment souhaitable en la matière, qu'il y ait au moins un rendez-vous intermédiaire entre les codificateurs et les commissions parlementaires. Lorsque une commission, nos commissions des lois à l'Assemblée ou au Sénat, voient revenir une ordonnance qui se caractérise en général par quelques dizaines, voire plus logiquement centaines d'articles, qui est un produit fini, alors que la seule chose dont elle a eu à débattre en début de processus, c'était une loi d'habilitation qui présentait quand même un caractère assez abstrait, qui ne permettait pas forcément d'entrevoir tous les sujets sur lesquels des options allaient être prises. Moi, c'est un réflexe qui m'est revenu justement lorsque nous débattions à la commission de codification de ce projet-là. Je me suis permis de dire aux collègues de la commission, sur un sujet comme celui-là, on devrait revenir voir les commissions des lois à la moitié du travail, notamment lorsque le plan est adopté et lorsque la charte de l'ensemble des textes qu'on va incorporer est définie. Il me semble que ça garantirait contre une petite méfiance, une petite vigilance un peu négative qui s'exerce forcément au sein du Parlement quand on voit revenir le projet totalement fini et qu'on se dit est-ce que le pouvoir réglementaire qui a préparé cette ordonnance a complètement respecté ce qui étaient nos objectifs au départ. Un mot aussi sur cette notion de public, puisqu'en effet elle est tout à fait inhabituelle. Simplement, si on se lance dans le débat, ce que nous avons fait à la commission de codification, donc je suis heureux d'en rendre compte au Sénat, pour regarder quelles pourraient être les alternatives, les citoyens, l'ensemble des alternatives nous ont conduit finalement à penser que le public, malgré son abstraction et son caractère peu défini, était, en tout cas pour le titre du code, la meilleure réponse. Et notamment, moi, ce qui m'a convaincu, c'est que ça va beaucoup concerner les entreprises et pas seulement les particuliers. Et donc, il faut, je crois, comme on l'a fait d'ailleurs pour certains des textes passés que le rapporteur a justement rapporté, je crois qu'il vaut mieux adopter la définition la plus large, même si elle est imprécise, des destinataires de ce code. À propos de l'aboutissement, peut-on l'espérer en tout cas, du code de l'expropriation, qui sera une bonne nouvelle quand nous le verrons vraiment, et j'espère que c'est proche maintenant, il y a quelques autres urgences. Je pense au code électoral, qui est dans un état déplorable, et dont le travail, si je ne me trompe, est assez bien avancé. Et puis, là j'émets un message dont l'audace sera perçue par quelques personnes dans l'assistance, le contraire de l'urgence, c'est l'état du Code général des impôts. Il est dans un tel état maintenant que plus personne n'ose envisager sa recodification. Mais à part vraiment les fiscalistes endurcis, et encore il faut quelques années justement pour y parvenir, c'est un document qui est quand même vital pour la société, pour l'économie française, qui n'est absolument plus maniable. Donc malgré la difficulté de l'exercice, je me permets de vous suggérer, Madame le Ministre, d'insister auprès de vos collègues de Bercy, et collègues et voisins d'ailleurs, pour que ce travail soit sérieusement entrepris, parce que ce n'est plus possible. Autre petit message personnel, nous avons manqué de peu l'adoption à cette session extraordinaire de la proposition de loi du président Sueur et de Madame Gourault, la présidente de la délégation, pour la révision du système d'évaluation des normes, alors que je crois, en tout cas, les services du Premier ministre nous ont confirmé que le travail auquel nous avions abouti leur convenait parfaitement. Bon, c'est le résultat indésirable de la surcharge des deux commissions des lois et notamment de celle de nos collègues de l'Assemblée. Donc, je n'ai pas de doute, Madame la Ministre, que vous serez de notre avis pour insister auprès des collègues et amis de l'Assemblée
pour que nous terminions sur ce texte et que nous ayons un vrai outil partenarial entre le monde des élus locaux et l'administration centrale et les services du Premier ministre pour mieux contrôler, mieux maîtriser la production normative nouvelle. Je termine, Monsieur le Président, en saluant le travail qui a déjà été fait pour la préparation de cette loi d'habilitation et en saluant l'ambiance de convergence entre le gouvernement et l'ensemble des groupes de l'Assemblée, qui est, je crois, un augure de réussite de l'entreprise. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Christian Favier pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce projet de loi comprend 3 articles qui autorisent le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans différents domaines. Avant de parler du contenu de ces articles, je voudrais dire un mot sur la forme. Vous n'ignorez pas que nous sommes, pour notre part, opposés à la pratique des ordonnances. L'article 38 de la Constitution autorise notamment le gouvernement à demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance et pour une durée limitée des mesures qui sont du domaine de la loi. Ce faisant, les ordonnances sont finalement un moyen de contourner les règles de démocratie normale, notamment celles de l'élaboration et de l'adoption de la loi par le Parlement. Bien qu'encadrées par la loi, ces ordonnances n'en constituent pas moins un empiètement du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif et donc, d'une certaine manière, une forme d'atteinte au principe de séparation des pouvoirs. Le Parlement n'a alors plus qu'un pouvoir de validation ou d'invalidation sans possibilité d'intervenir sur le contenu. Le gouvernement intervient donc à la place du Parlement et l'article 38 ne délimite le domaine de compétence que de manière, il faut bien dire, laconique, mentionnant simplement, je cite, l'exécution de son programme, c'est-à-dire sans interdire a priori aucun domaine. Si le Conseil constitutionnel effectue un contrôle a posteriori, nous pouvons considérer que ce dernier, évidemment, n'est pas suffisant. Une nouvelle fois, nous mettons en garde contre la banalisation de ces pratiques qui concernent des domaines, il faut bien le voir, de plus en plus larges. En l'occurrence, ce projet de loi autorise le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance dans plusieurs domaines distincts qui, en réalité, sont plus larges que la seule simplification des relations entre l'administration et le citoyen qu'énonce le titre du projet de loi. L'article 1 habilite le gouvernement afin de créer un droit des usagers à saisir les autorités administratives par voie électronique, d'autoriser les délibérations à distance des services administratifs, à l'exclusion des instances délibératives de collectivités locales, et enfin autorise le gouvernement à préciser que les avis préalables doivent être communiqués avant l'intervention de l'administration. Cet article a donc bien pour objectif la mise en œuvre d'une simplification des relations administration-citoyen et l'établissement d'une plus grande transparence dans ces relations en adaptant ces dernières aux technologies numériques et aux évolutions des usages qui en découlent. Sur le fond, évidemment, nous ne voyons aucun obstacle, bien au contraire, à cela. Il paraît pertinent de créer une obligation de mettre en place davantage de téléprocédures et de services numériques à destination des citoyens, corollaire du droit des usagers à saisir les autorités administratives par voie électronique. Même si nous devons, j'en ferai une remarque sur ce point, veiller peut-être à ce que ce développement des procédures numériques ne conduise pas effectivement à créer parfois une fracture avec une partie de nos concitoyens qui restent et qui demeurent, on le sait, encore éloignés parfois de ces pratiques et de ces outils. Et donc c'est évidemment une préoccupation. Tout comme il nous paraît opportun de permettre que les avis préalables soient communiqués avant l'intervention de la décision de l'administration. Cela permet, en cas d'avis préalable négatif, par exemple, une modification du projet avant même la décision finale et garantissant donc ainsi plus de transparence dans les décisions, mais aussi plus de rapidité dans l'exécution du projet qui pourra alors être réévalué avant la décision finale. Dans le même esprit, nous considérons que la proposition du gouvernement, par amendement, de considérer que, faute de réponse de l'administration dans les 2 mois, une demande à certaines demandes, cette demande aura valeur d'un accord tacite et ça constitue effectivement un vrai progrès, je pense, pour les usagers. Mais là aussi, ça pose quand même en même temps une question qui est celle des moyens, évidemment, des services publics
de pouvoir aussi instruire dans ces délais, dans des conditions satisfaisantes, évidemment, pour pouvoir veiller à ce que toutes les précautions aient été prises, évidemment, en la matière pour que cette acceptation ne soit pas simplement le résultat, effectivement, d'un embouteillage des demandes et, de fait, donc, une satisfaction qui serait donnée sur ce plan, mais que ce soit bien aussi le résultat, quand même, d'un examen attentif des demandes. L'article 2, quant à lui, fait suite aux déclarations du comité interministériel pour la modernisation de l'action publique, qui a affirmé la nécessité de créer un code donc, de relations entre l'administration et les citoyens, comprenant les grands principes comme l'obligation de motivation des décisions individuelles défavorables ou l'accès aux documents administratifs. Ainsi, cet article donc, permet au gouvernement de procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative d'un nouveau code relatif aux relations entre les administrations et le public, procédures administratives non contentieuses et régime des actes pris par les administrations en vigueur. Il précise également que le gouvernement pourra modifier des règles de procédure dans un but de simplification des relations et de développement des usages numériques. Ainsi, donc, l'édiction de ce code ne s'effectuera pas pleinement à droit constant et laissera donc une marge de liberté au gouvernement qu'il nous paraît difficile, évidemment, de valider a priori sans connaître exactement le champ donc, de cette dernière. Le rapporteur a certes circonscrit le champ de ces habilitations, ce dont nous nous félicitons, sans pour autant créer les conditions d'une codification à droit constant et donc les garanties d'une sécurité juridique. En outre, la durée d'habilitation de 24 mois prévue par cet article est particulièrement longue. Enfin, l'article 3 concerne, lui, le code d'expropriation pour cause d'utilité publique. Il autorise le gouvernement à agir par ordonnance pour simplifier le plan du code, donner les compétences en appel à la juridiction de droit commun et y inclure la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Si cet article ne nous pose pas non plus de problème particulier sur le fond, cet article relatif au logement, à nos yeux en tout cas, n'en reste pas moins une forme de cavalier législatif. Il est étonnant qu'il figure effectivement dans ce projet de loi et n'ait pas été inclus soit dans la loi d'ordonnance sur l'urbanisme et le logement qui a été adoptée le 29 mai et publiée d'ailleurs au journal officiel le 2 juillet, ou dans le projet de loi Duflot sur le logement examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale. Compte tenu du fait que, sur le fond de ce projet de loi, évidemment, ces articles ne nous posent pas de problème majeur, nous voterons donc pour ce texte, malgré, je le répète, donc, notre opposition, je dirais, de principe à la pratique des ordonnances et malgré également les réserves que nous avons exprimées sur le domaine et la durée de l'article 2 et la présence d'un article sur le logement, évidemment, dans ce projet de loi. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Yves Détraigne pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Comme vous le savez, Madame la Ministre, le bilan que notre groupe dresse de la politique menée par Lionel Jospin, Premier ministre, est parfois sévère. Pour autant, au-delà de toutes les querelles qui peuvent persister, je crois qu'il existe aujourd'hui un vaste consensus autour de ce que la doctrine de droit public appelle les lois de 2000 et au cœur de celle-ci de la loi du 12 avril 2000 sur les droits et les relations entre les citoyens et l'administration. Il y a 13 ans, cette loi a permis de lever un certain nombre d'incertitudes quant à l'opacité, parfois fantasmée, il faut le dire, de l'action administrative. Elle a notamment permis d'inscrire dans la loi le principe que le silence de l'administration vaut décision de rejet, sauf dans des cas spécifiques énumérés par une importante série de décrets en Conseil d'État. Je dois dire par rapport à ce point que j'ai du mal à comprendre pourquoi on va aujourd'hui inverser cette règle qui, me semble-t-il, n'a pas si mal fonctionné que cela. Cette démarche, pour autant, reste inachevée à bien des égards. Il s'agit aujourd'hui donc de faire du service public, si l'on peut dire, un service à destination du public. Il s'agit en somme de faire du citoyen plus qu'un simple administré et d'en faire un acteur à part entière des relations administratives. L'amélioration des relations entre l'administration et le citoyen est une préoccupation majeure pour les sénateurs. Quelques-uns d'entre nous ont la chance, et quand je dis quelques-uns, c'est un grand nombre d'entre nous, ont la chance d'être à la tête d'une collectivité territoriale et donc d'une administration
qui reçoit chaque jour des citoyens en tant qu'usagers de l'administration et auprès desquels remontent un certain nombre de problèmes. Depuis une quinzaine d'années, nous avons pu voir évoluer la rapidité du traitement des demandes, que ce soit pour une carte d'identité, pour un passeport, pour un permis, etc. Mais des contraintes demeurent. Aujourd'hui, les relations entre les citoyens et l'administration locale reflètent souvent une impatience et, je dirais, on peut le dire, je crois, des exigences. Le problème et me semble-t-il celui-ci. Derrière les concepts juridiques, il y a d'abord des hommes et des femmes. Aussi, il n'est pas tout à fait anodin de modifier les règles relatives aux modalités des délais de retrait ou d'abrogation des actes administratifs. Un grand pas en avant avait été fait en 2001 avec une décision Ternon du Conseil d'État. Le citoyen disposait, même après clôture du délai de recours en excès de pouvoir, de 2 mois pour solliciter de l'administration le retrait d'un acte individuel créateur de droit. Malheureusement, derrière ce débat de juristes, le citoyen maîtrise mal les subtiles différences entre un acte explicitement ou implicitement créateur de droit. De la même manière, tous ne manient pas avec autant d'aisance que les membres de la juridiction administrative la différence entre le retrait et l'abrogation d'un acte. J'avoue que moi-même, même après les études que j'ai faites il y a maintenant longtemps, j'ai parfois des doutes. Beaucoup a été fait pour que la langue juridique de l'administration soit plus accessible au plus grand nombre. Mais l'essentiel du travail reste encore devant nous, tant cette opacité reste, pourrait-on dire, l'un des attributs, sinon l'un des éléments de puissance de l'administration. Aussi, je ne peux qu'accueillir favorablement l'initiative prise par le gouvernement de créer un code spécifique aux relations entre les citoyens et l'administration. Cette codification devrait être une opportunité pour clarifier les dispositions existantes et notamment la postérité de la jurisprudence Ternon, que ce soit en matière de retrait ou d'abrogation. Ce code sera également l'occasion de permettre aux relations entre l'administration et les citoyens de prendre la voie de la matérialisation que l'informatique nous permet ou devrait nous permettre. La démultiplication des outils numériques doit être mise au service de l'action administrative et je crois que le débat d'aujourd'hui est l'occasion de dire qu'on peut faire évoluer de multiples manières les relations entre l'administration et l'usager. Si on ne met pas l'accent sur le développement du numérique, il y aura encore un certain nombre de malentendus pendant un nombre certain d'années. La rénovation des processus décisionnels de l'administration est également une avancée louable. Plus qu'une rénovation, c'est une révolution administrative qui est en préparation. C'est la fin du principe de non-communicabilité des documents préparatoires et le début d'un dialogue, voire d'une coproduction, mais ça c'est peut-être un peu osé, de la décision entre le citoyen et l'administration. Enfin, l'annonce récente faite par le gouvernement d'inverser le sens du silence de l'administration pour en faire une décision positive par principe est un gage de confiance pour nos concitoyens. Peut-être le droit administratif ne sera-t-il plus caractérisé par son seul caractère exorbitant du droit commun, ou du moins dérogatoire du droit privé, mais comme un droit de dialogue, de concorde et de consentement des citoyens administrés. Pour autant, Madame la Ministre, permettez-moi une remarque. Un projet de loi d'habilitation du gouvernement à prendre des mesures par voie d'ordonnance est toujours comme une promesse. On s'engage sur un programme bien souvent très ambitieux, et force est de constater que, parfois, les mesures prises sont en deçà des espérances nourries. Les dispositions de la nouvelle rédaction de l'article 38 de la Constitution ne nous permettent pas de contrôler directement le texte des ordonnances, mais seulement de nous prononcer sur leur ratification. Aussi peut-il être considéré comme regrettable que les dispositions que vous souhaitez introduire dans notre droit ne fassent pas l'objet d'un véritable projet de loi qui aurait permis un examen en séance publique plus serré, disons. Cependant, Madame la Ministre, nous sommes évidemment prêts à vous laisser le bénéfice du doute quant à vos projets d'ordonnance, mais sachez que nous serons vigilants quant au contenu effectif de ce que vous mettrez en œuvre. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, un constat s'impose. Les Français expriment une profonde défiance à l'égard de leur administration, comme le révèle le dernier rapport du Défenseur des droits. Il met en lumière un paradoxe qui est de notre devoir de corriger, à savoir, des droits sont proclamés par le législateur et dans le même temps, nous construisons des labyrinthes pour permettre à chacun d'y accéder. Tels sont les termes employés par nos concitoyens pour décrire le paysage administratif français. Et cette situation est d'autant plus préoccupante que, je cite le rapport, « plus l'individu est précaire, plus les droits ne lui sont accessibles qu'au terme d'un dédale ». La simplification des procédures administratives est indispensable si l'on veut renforcer l'efficacité de l'action de l'administration et, dans le même temps, la confiance des citoyens envers leurs fonctionnaires. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne prévoit-il pas que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration? C'est donc une évidence, mais l'État doit être exemplaire. L'État est donc ses agents administratifs. Tous les organismes chargés d'une mission de service public doivent être impliqués dans la recherche d'une modernisation de leur action, car elle constitue un levier puissant de réduction structurelle des dépenses publiques. Elle doit viser à rationaliser les dépenses de fonctionnement pouvant être réduites afin de consacrer ces dépenses à l'investissement et à l'intervention publique. À la différence de la RGPP, les agents doivent être associés à ce changement tout profond de culture. Cependant, cet idéal ne peut être atteint dans un environnement qui ne cesse de contribuer, on doit le dire, à la prolifération et à la complexification des normes, ce qui suppose de revisiter l'organisation territoriale de l'État avec une meilleure répartition des rôles, comme le précise la Cour des comptes dans un rapport récemment publié. Dans le même temps, l'excès de normes pèse sur les citoyens, sur les entreprises, sur les agents eux-mêmes. Pour ces derniers, l'accueil devient particulièrement difficile et il peut s'avérer source de tension. Le temps des procédures correspond à des jours de congé pris par les salariés pour accomplir leurs démarches, parfois sans succès. Il correspond à tout ce temps que les entreprises peuvent consacrer à leur activité pour la consolider et la faire grandir. En ce qui concerne les entreprises, le rapport du député Mandon estime qu'il est possible de réduire de 80% les coûts liés à la complexité et à la lenteur des procédures. Ce sont des coûts qui seraient beaucoup plus profitables à l'investissement et à l'emploi. Il y a donc là un gisement substantiel d'économies permettant de relancer la compétitivité de notre pays. En outre, la norme doit être stable et lisible pour garantir une véritable source de sécurité juridique et limiter les recours devant les tribunaux que l'on peine à désengorger. Enfin, pour être respectée, la norme doit être comprise par tous, faire simple en quelque sorte, et en la matière des progrès restent à faire. Aux multiples tentatives destinées à répondre à toutes les situations particulières, la raison d'être de la norme est souvent oubliée. Aux multiples tentatives de simplification, l'administration ne fait souvent que prouver son inertie. Ainsi, pour reprendre une citation de Jean de La Fontaine, « Le trop d'attention que l'on a pour le danger fait plus souvent qu'on y tombe ». Alors, le présent projet de loi évitera-t-il cet écueil? Le droit est-il simplifiable? Cette question est récurrente. Et le choc de compétitivité juridique prôné par le rapport Lambert-Boulard contre l'inflation normative ne saurait encore attendre. La volonté du gouvernement semble bien réelle puisqu'il a procédé à la suppression récente d'une centaine de commissions consultatives dont le rôle était limité. Nous le savons, il est nécessaire de partir de l'usager pour revisiter les procédures administratives. C'est l'approche retenue par la DGME. C'est la logique que doit inspirer la rédaction du nouveau code de l'administration tant attendu. En effet, s'il voit le jour, grâce à cette nouvelle habilitation, il permettra de rassembler et de mettre à disposition de manière claire les règles procédurales non contentieuses auprès des usagers et des entreprises. La possibilité de régulariser une demande en cours d'instruction grâce à la communicabilité des avis préalables à la décision définitive constitue également une avancée. Cette réforme
doit être l'occasion d'étendre cette possibilité à l'ensemble des démarches administratives avec la consécration du droit de saisir l'administration par la voie électronique. Si la présence de l'usager peut se justifier, une fois son identité vérifiée bien sûr, le restant des pièces justificatives à fournir doit pouvoir lui être communiqué par voie électronique ou encore par correspondance. À cet égard, l'utilisation accrue du numérique est un outil indispensable de la modernisation de l'action publique, ce qui requiert un investissement en logiciels et en formation, ainsi que de nouvelles règles procédurales. Toutefois, il faudra veiller à réduire la fracture numérique pour que l'ensemble de la population puisse accéder à ces services dans tout le territoire de la République. Le silence de l'administration vaudra acceptation et non plus rejet, a affirmé le président de la République lors de sa conférence de presse du 16 mai dernier. Une telle perspective, aussi séduisante soit-elle, n'est pas sans poser quelques questions. Ainsi, le gouvernement nous propose, par la voie d'un amendement et donc sans étude d'impact, d'adopter une telle logique qui induirait un changement radical, pour ne pas dire davantage, dans notre manière de concevoir le droit et qui implique une étude approfondie de l'ensemble des procédures qui pourraient être concernées. Il faut bien reconnaître que le moyen utilisé est d'autant plus contestable que le gouvernement a déposé le projet de loi il y a juste un mois au Sénat et que cette petite révolution, selon les termes employés par Madame le ministre Vallaud-Belkacem, selon la révolution administrative, selon vos termes, Madame la ministre, avait été annoncée en mai. Le motif d'une telle disposition est légitime, l'accélération des procédures. Bien sûr, nous y sommes favorables sur le fond. Toutefois, dispose-t-on de moyens humains et permettant aux services d'étudier les demandes dans un délai raisonnable? Pensons en particulier dans les mairies aux certificats d'urbanisme et aux documents de droit du sol. Une fois ces moyens mis en place, les services doivent pouvoir être responsabilisés car leur inaction produira des effets de droit. La réponse doit être claire pour le demandeur et ne doit pas dépendre de l'inertie ou la rapidité d'un service administratif particulier. La cohérence des décisions doit être assurée sur tous les territoires de la République pour tous les citoyens français. Il convient de s'interroger avant tout sur les raisons qui entraînent aujourd'hui de tels délais d'instruction. Les délais prévus sont-ils raisonnables? Toutes les étapes de la procédure sont-elles indispensables? Et les agents traitant certaines demandes sont-ils en nombre suffisant et suffisamment motivés? Il ne faudrait pas, mes chers collègues, que la précipitation aboutisse à un résultat contraire au but poursuivi, qui est juste celui d'assurer à nos concitoyens une bonne et juste administration. Elle ne doit pas aboutir à l'adoption ultérieure de mesures législatives destinées à apporter des exceptions à ce nouveau principe. Par ailleurs, le gouvernement avait également annoncé, à la suite du CIMAP du 2 avril dernier, qu'il allait favoriser une interprétation facilitatrice du droit existant. Une attention particulière doit être accordée si on souhaite que le principe d'égalité devant la loi s'applique à tous les citoyens. Les sénateurs du groupe RDSE y sont très attachés. En dépit de ces remarques, Madame la Ministre, nous approuvons ce projet de loi dont nous partageons la finalité: améliorer la qualité des services publics, renforcer la qualité du dialogue entre fonctionnaires et citoyens et permettre ainsi de restaurer cette confiance nécessaire entre les premiers et les seconds. Il n'y a pas de véritable démocratie sans une administration compétente au service de l'État républicain et de ses citoyens. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Mélanie Pietz pour le groupe Écologie. Commencer par ça. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les habitants de notre beau pays ont eu de nombreux noms: celtes, gaulois, gallo-romains, mérovingiens, sujets, puis administrés. Pourtant, les Français aujourd'hui se rêvent citoyens, citoyennes, entendus d'une administration perçue comme lointaine. Je ne dirais pas, bien sûr, que l'administration est sans problème. La Cour des comptes vient de nous le rappeler.
Donc la simplification des formalités administratives est évidemment une nécessité. Les méandres de l'accès à des informations, de la préparation de dossiers, de leur dépôt, des recours sont des freins objectifs aux droits des citoyens et citoyennes. Par ailleurs, la large diffusion de l'accès à Internet est une chance à saisir. Mais Internet ne peut pas tout, car la vie sociétale, c'est d'abord des liens entre individus et non avec une machine. La décision de simplifier les relations avec l'administration et les citoyens ne peut donc qu'être encouragée et l'idée de la codifier est bienvenue. Reste que ce texte, s'il a pour but écrit de renforcer le dialogue entre l'administration et les citoyens, ne renforce pas le dialogue entre le gouvernement et les parlementaires, et c'est là son plus gros défaut. Premièrement, ce projet de loi présente les parlementaires comme des êtres frustes, incapables de comprendre la complexité de l'administration, voire des thèmes techniques qui seront abordés dans les ordonnances. Bref, restons entre fonctionnaires pour arranger nos rapports avec les citoyens, sans laisser à leurs représentants le droit, c'est bien le cas de le dire, d'y mettre leur grain de sel. Le gouvernement pense-t-il que les parlementaires, les associations, les citoyens qui les épaulent ne sont pas capables d'effectuer des analyses techniques et que seuls les fonctionnaires du ministère le sont? Je pense bien que non, mais je pense que j'ai vraiment très mauvais esprit. Le second motif est que les ordonnances protégeraient d'un encombrement excessif le travail parlementaire. Effectivement, en matière d'encombrement excessif ou non, le gouvernement est un expert. Nous avons déjà eu tout notre soûl de projets de loi avec peu de temps pour préparer et réfléchir. Nous avons su y faire face, mais combien de nos réunions ont été inutiles puisque les textes n'avaient pas été discutés en amont. Et l'amendement surprise du gouvernement qui nous est arrivé ce matin en est l'exemple flagrant. Il s'agit d'un amendement qui modifie la loi, dans la loi même qui autorise le gouvernement à la codifier. Long de 2 pages, il fait droit au dicton qui ne dit mot consent. Mais cet amendement complexe, modifiant la loi et non la modifiant, mérite plus qu'une simple lecture en séance, le jour même de sa discussion en hémicycle. C'est pourquoi, rien que pour la forme évoquée ici, les écologistes ne pourront le voter. Pour le fond, je reprendrai la parole plus tard. Ainsi, vouloir nous faire croire que c'est pour notre bien que le gouvernement passe par-dessus nos votes ne laisse rien présager de bon concernant la ratification de ces ordonnances. Car si nous n'avons pas le temps aujourd'hui de discuter ces mesures, aurons-nous plus le temps pour analyser lesdites mesures une fois revenues devant nous pour approbation? Surtout que cette codification n'est pas à droit constant, mais à droit innovant. Faudra-t-il alors avoir une confiance aveugle en les techniciens qui ont rédigé ces mesures? N'avons-nous rien appris des ratés techniques à minima coûteux, à maxima qui posent problème, prônés par des techniciens sans légitimité démocratique, qui seraient aptes à savoir mieux que nous ce qui est bon pour tous? Le nucléaire, en particulier le surgénérateur dont nous promettait la lune énergétique, qui se révèle un puits financier sans fond et présente des risques sanitaires et économiques infinis. Les organismes génétiquement modifiés qui devaient nourrir la planète et apportent la pauvreté aux agriculteurs pieds et poings liés et qui, aux États-Unis, ont permis de vérifier en moins de 9 ans l'adaptabilité du vivant, pied de nez à la brevetabilité du vivant. L'informatisation de la sécurité sociale par la carte vitale, toujours pas au point, coûteuse et n'ayant pas atteint les buts recherchés d'éradication de la faute, de réduction des déficits et présentant une violation manifeste du secret professionnel. Le vote électronique qui pose des problèmes de sécurité et de véracité du vote sans parvenir à l'économie et à diminuer les abstentions qui étaient mis en avant lors de ses premiers déploiements. De même que nous, élus, n'avons pas su prendre la mesure des attentes citoyennes quant à notre transparence de patrimoine, permettez-moi, Madame la Ministre, de douter que votre administration, que notre administration sache mieux que nous organiser sa propre transparence. Mais encore une fois, je suis vraiment mauvaise langue. Merci, cher collègue. Eh bien, nous passons la parole à Monsieur Jean-Jacques Hyest pour le groupe UMP.
Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre administration, elle était établie solidement sur une organisation hiérarchique et un pouvoir unilatéral. C'est pourquoi, Monsieur le rapporteur, assujetti, usager, enfin il y a tout un tas de termes qui prouvaient, assujetti d'ailleurs, c'est merveilleux, c'est sujet, on est assujetti. C'est extraordinaire, le public c'est mieux de ce point de vue. Et il faut bien reconnaître que l'autonomie croissante des collectivités locales et l'évolution culturelle qui anime nos concitoyens nous poussent aujourd'hui à refaçonner le fonctionnement de nos institutions. Le droit, hélas, se complexifie au fil du temps et nous devons toujours veiller à ce qu'il soit accessible à nos concitoyens qui sont de surcroît animés d'un souhait croissant de participation et de contrôle. On discute tout maintenant. C'est décision du maire. L'objectif des textes qui visent à améliorer la relation entre l'administration et nos concitoyens doit veiller à allier transparence et efficacité. Comme l'a rappelé le rapporteur, ce travail n'est pas nouveau. Alors avec la loi d'abord du 3 juin 1973, instituant médiateur de la République, ça n'était pas passé facilement. C'était le sénateur Thiraud qui était le grand, qui soutenait cette chose et ce n'était pas évident. Et bien sûr, la loi du 17 juillet 1978 pour l'accès aux documents administratifs, celle de 1979 relative à la motivation des actes administratifs et bien entendu la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui a donné un regain à cette évolution. Le projet du gouvernement s'inscrit donc dans la droite ligne des dispositions de la loi de 2000 qui engage l'adaptation graduelle de l'administration face aux enjeux sociétaux et technologiques. Alors je rappellerai quand même, sous la précédente législature, avec plus ou moins de bonheur, ou plutôt un bonheur décroissant, il y a eu 4 lois de simplification que personne n'a citées, peut-être parce qu'elles nous ont posé quelques problèmes au Sénat. Il y a une loi de 2007, de 2009, de 2011, de 2012. D'ailleurs, elle n'était plus de simplification, elle était de complexification, simplification. Bon. Et d'ailleurs, c'est là où je vous rappelle, mes chers collègues, qu'on voulait nous faire passer le code de l'expropriation. Et on a dit non, c'est pas mûr, il faut faire très attention. Le projet de loi habilitant le gouvernement à simplifier la relation entre l'administration et les administrés doit améliorer l'efficacité souhaitée. On peut toujours dire qu'on est contre les ordonnances. Mais il y a un moment où, de toute façon, il faut bien procéder de cette manière. La différence, c'est que maintenant qu'il y a une révision constitutionnelle qui oblige à ratifier explicitement toutes les ordonnances. Et donc, nous aurons à voir, le moment venu, les textes qui sortiront des travaux du gouvernement. Alors, bien entendu, la modernisation des techniques employées par l'extension de voies électroniques profite aux usagers du service public qui utiliseront à juste titre les procédés présentés à l'instar des avis préalables qui seront destinés à l'élaboration d'une communication intelligible entre administration et administrés. L'accessibilité et la multiplication d'Internet adressées aux administrations faciliteront leurs tâches. Et donc l'article 1er précise que le recours aux technologies permettra aux instances administratives collégiales de délibérer à distance. Je pense que c'est des progrès qu'il faut utiliser. Nous l'avions fait, Madame le ministre, non pas même pour la justice. Je rappelle, ça avait été critiqué, mais comment faire pour les justiciables de Saint-Pierre-et-Miquelon de réunir un tribunal entier? Ça veut dire qu'on est plus efficace si on procède à la téléconférence. Force est d'admettre que la solution présentée est en adéquation avec les exigences d'efficacité imposées aux administrations françaises. Le renfort technologique ne peut que contribuer à une amélioration du fonctionnement supposé archaïque de l'administration. Pourtant, il y a des exemples de choses qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, par exemple, les permis de les cartes grises, après quelques problèmes, ça fonctionne très très bien. Et ça simplifie quand même les attentes au guichet des préfectures ou des sous-préfectures qui étaient quand même extraordinaires. Il y a des choses qui fonctionnent. Les passeports, c'est un peu encore compliqué, mais bon, il y a quand même des progrès. Il m'est donc paru... Il est inutile de rappeler que les doléances formulées par nos concitoyens à l'égard du dysfonctionnement de l'administration abondent. Alors moi, il y a toujours 2 choses auxquelles il faut faire attention.
quand on utilise les procédés électroniques, il y a toujours la sécurisation et la protection des données. Je pense que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes, sur lesquelles nous sommes vigilants. Et comme on le sait, c'est un débat mondial. Donc nous sommes particulièrement à la Commission des lois. Il faut que le contrôle, notamment de la CNIL, soit effectué avec rigueur. Les bienfaits financiers de l'utilisation massive des moyens électroniques et l'abandon progressif des courriers papier pourtant devraient plaire à Mme Lipietz. Hein, quand même, non? Ça devrait lui plaire, mais bon, après, apparemment, rien ne lui plaît dans ce projet. Il me semble que le projet de loi ne saurait susciter le clivage idéologique. Il m'est d'ailleurs agréable de constater que ce type de mesure peut faire l'objet d'un consensus où l'enjeu d'efficacité prime. Et il y a donc 3 axes. Le projet fixe d'abord la simplification des relations entre le public et les administrations avec la création d'un code spécifique et l'instauration d'un droit à saisir l'administration par voie électronique. Je dois avouer qu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a quand même la fracture numérique dans notre pays, qui existe encore, même en Île-de-France, mais pas évidemment dans la métropole, peut-être, mais non, mais elle existe. Et donc, vous savez, je me suis rendu compte de ce phénomène comme maire. On avait volé tous les câbles téléphoniques. Eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait sur le nombre d'abonnés de ma commune, à peu près 150, il y en avait 25 qui n'avaient pas Internet. Donc, ben oui, c'est quand même une proportion non négligeable. C'est bien entendu soit des personnes âgées, soit la partie la plus faible de la population. Alors, je pense quand même qu'il y a l'égalité devant la loi que rappelle toujours le Conseil constitutionnel. Je ne vais pas vous citer toutes les décisions, mais l'instauration d'un code visant à simplifier les relations entre l'administration et ses administrés offre un surplus de visibilité aux citoyens désireux de maîtriser le fonctionnement des institutions. Alors ensuite, vous avez insisté, monsieur le rapporteur, le projet de loi tend à rénover le processus décisionnel. Les dispositions du projet introduisent la possibilité d'accéder aux avis préalables et de modifier en conséquence sa demande en cours d'instruction. Alors en matière d'urbanisme, ça serait extrêmement utile, Madame le ministre, notamment vis-à-vis des services départementaux d'architecture dits ABF. Parce que alors là, c'est une administration qui ne change pas. Et on avait essayé d'ailleurs de renverser l'avis Oui, écoutez, hein, c'est la fantaisie. Quand ça change d'architecte, il change de théorie. Et oui, mais nous le vivons, monsieur hélas. Alors, comment? Non, mais moi aussi, je suis indulgent, mais à condition quand même qu'il y ait un dialogue. Certains n'acceptent pas le dialogue. Hein. Bon. En rupture avec la règle traditionnelle de la non-communicabilité des documents préparatoires à une décision administrative en cours d'instruction, posée par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, notre texte habiliterait le gouvernement à prendre des dispositions législatives pour prévoir qu'en principe sont communicables au demandeur les avis rendus sur sa demande avant que ne soit prise la décision. Je pense que c'est un progrès. En somme, la rénovation du processus décisionnel tend à renforcer la participation du public à l'élaboration des actes administratifs, à élargir la faculté de recourir à de nouvelles technologies pour délibérer ou rendre des avis à distance et à unifier les règles relatives au régime des actes administratifs. Enfin, Madame le ministre, et je suis d'accord sur ce qu'a dit notre éminent collègue sur les codes qu'il faudrait rénover, le code électoral pose un petit problème. C'est que ça ne peut pas se faire à droit constant, vous le savez bien, puisqu'il y a quand même... Et d'ailleurs, nous avons débattu longuement à la Commission des lois à plusieurs reprises sur le fait qu'il y a quand même une petite complication. Mais, par contre, c'est vrai sur le Code général des impôts, c'est vraiment un monstre incompréhensible. Incompréhensible. Sauf par quelques spécialistes, comme l'a dit Alain Richard. Mais en même temps... On a l'impression d'ailleurs que c'est quelques spécialistes à Bercy qui ont leur article, leur chapitre, et donc ils maîtrisent parfaitement. On a l'impression que si on leur enlevait ça,
ils perdraient leur raison d'être. Vous nous proposez la refonte du code d'expropriation pour cause d'utilité publique, j'en ai parlé, et bien entendu, vous voulez inclure dans le code les dispositions de nature législative qui n'ont pas encore été codifiées, améliorer le plan du code et donner compétence en appel à la juridiction de droit commun. Donc tous ces objectifs, nous sommes bien entendu d'accord. Et lors de sa conférence de presse du 16 mai 2013, le président de la République a évoqué une révolution. Non, il n'a pas dit un choc. Le silence de l'administration à l'expiration d'un certain délai ne vaudrait plus rejet mais autorisation. Cela reviendrait à inverser le principe énoncé à l'article 21 de la loi 2321 du 12 avril 2000, sauf dans les cas où un régime de décision implicite de rejet serait institué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'autorité administrative sur une demande vaudrait décision d'acceptation. Madame le ministre, si vous y arrivez, parce que nous avons tenté à plusieurs reprises, et je ne veux citer que les problèmes d'urbanisme, eh bien on est vite revenu, un petit peu à cause des ABF. Mais vous voyez, je ne fais pas une fixation, je ne fais pas une fixation. Mais néanmoins, si on ne prend pas la décision, alors tout le monde a peur, on dit il faut mieux dire, attendons, tant que la décision n'est pas prise, je crois que ça serait un progrès. Et donc, l'avenir... Comment? Ah ben voilà, ça y est, vous voyez? Immédiatement, réaction attendue de ceux qui ont une longue expérience de l'administration. Voilà. L'avenir nous dira si cette déclaration très empressée du président de la République trouve à se réaliser complètement ou d'une manière satisfaisante. Et donc, après le travail soigné du rapporteur et de la commission des lois, notre excellent collègue Hugues Portelli, le groupe UMP votera ce texte inscrit dans un processus législatif continu. Merci, cher collègue. La discussion générale est close et nous passons à la discussion du texte de la Commission. Article additionnel avant l'article 1er. Amendement numéro 3, il est présenté par Madame le ministre au nom du gouvernement. Oui, en remerciant la qualité du travail exposé par le rapporteur et juste en faisant en amont quelques remarques, en particulier, puisque j'ai ramassé les interventions, le gouvernement demandera au SGG, Monsieur Richard, d'organiser un rendez-vous avec la Commission des lois au cours du travail sur les ordonnances afin de ne pas présenter au Parlement des ordonnances achevées. C'est donc un engagement de la même manière que sur le champ du code relatif aux relations entre l'administration et les usagers. Le gouvernement demande l'habilitation à codifier sur le champ de la loi CADA parmi, entre guillemets, les grandes lois à codifier. Toutes n'ont pas le même champ, d'où l'obligation de retenir pour nous le champ le plus large. Naturellement, et beaucoup se sont inquiétés sur le numérique. Le numérique devient une possibilité, pas une obligation. Monsieur Favier, d'autres ensuite, presque tous les 3 derniers intervenants y ont fait allusion. Donc pour nous, c'est vraiment un moyen supplémentaire et il faut faire attention, vous avez raison, à ce que ce ne soit pas une obligation, sinon on créerait une rupture du droit. Donc bien évidemment, ce ne sera pas le cas. J'ai entendu les inquiétudes sur les accords tacites. J'assume. Je dis bien j'assume une proposition faite au président de la République, qu'il a acceptée avec enthousiasme et qu'il a décrite avec autant d'enthousiasme. Pourquoi je vous demande d'accepter l'amendement numéro 3, qui est un article additionnel avant l'article 1er de ce projet de loi, pour modifier, comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi 2321 du 12 avril 2000, dont j'apprécie d'ailleurs qu'ici ou là on reconnaisse le bien fondé. Et donc, je vous demande de prévoir que le principe selon lequel le silence gardé pendant 2 mois sur une demande vaut acceptation, les domaines dans lesquels ce principe ne peut être appliqué, le silence vaudra alors rejet, la possibilité d'écarter ce principe par décret en Conseil d'État
et en Conseil des ministres et la possibilité de faire varier le délai de 2 mois par décret en Conseil d'État, je vais y revenir, une publication sur un site internet des procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation et le délai d'intervention de la décision tacite. Enfin, encore 2 mesures. Le début du délai à la date de réception du dossier complet par l'administration compétente. Et enfin, des mesures de publicité à l'égard des tiers et la possibilité pour le demandeur d'obtenir une attestation de l'administration. C'est vrai que d'aucuns nous souhaitent bon courage, à la limite bonne chance pour y arriver. On y a mis, comme vous l'avez tous à travers vos propos demandé, un certain nombre de barrières, parce qu'effectivement, sur des dossiers qui concernent la santé, par exemple, des protections de l'environnement, de nouvelles applications de directives européennes qui interviendraient, effectivement, il faudrait avoir un délai plus long, chacun en convient. Moi, j'ai attaché beaucoup d'importance à ce qu'on détermine de façon le plus exacte possible le moment à partir duquel le délai démarre, pour éviter que, connaissant et pratiquant bien le droit, les uns posent un dossier incomplet, je ne veux pas dire volontairement incomplet, je peux dire accidentellement incomplet, et que le délai démarre à cette date-là. Non, le délai démarre au dossier complet, et il faudra qu'on regarde bien ensemble, donc au décès complet, je le dis au banc volontairement, il faudra qu'on regarde bien au moment de l'écriture, et naturellement, je sais que vous y serez attentifs, le fait qu'une administration peut émettre non pas un avis, mais faire des remarques sur le dossier et que ça fasse redémarrer le délai. Alors je ne veux pas dire qu'on va avoir ce que chacun imagine possible. Toutes les semaines, une remarque d'un tel ou d'un tel, un tel. L'ABF, non, souvent, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs l'ABF a été aussi souvent citée, faisant une remarque et faisant repartir le délai jusqu'à ce que ça dure 1 ou 2 ans. Non. Donc, au maximum du droit, de la protection des citoyens et de la protection de la terre, j'ai envie de dire, au maximum, les 2 mois à partir du dossier complet. Le silence de 2 mois vaudra acceptation. Je pense que cet engagement oblige les administrations. Je n'ai pas bien compris l'argument de Mme Lipiette, parce que dans le même temps, nous avons préparé une loi sur nos fonctionnaires, sur le statut de nos fonctionnaires, sur leur impartialité, mais aussi sur tous les codes qui correspondent à la transparence, etc. Moi, je leur fais confiance. Et je leur fais confiance pour y compris entendre ce qu'on leur demande par cet amendement. Donc le gouvernement a plaisir à vous poser cet amendement et espère être suivi. Madame la ministre, on était sur l'amendement. Oui, donc très bien. Sur le tout. Très bien. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission sur cet amendement numéro 3 ? La commission a donné un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Pas de demande d'explication. Madame Lipiette, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai donc déjà expliqué le problème que la procédure d'entrisme de cet amendement me pose. On modifie par un amendement de 2 pages, enfin une page 3/4, une loi pour ensuite être autorisé à codifier son propre texte. Mais sur le fond et dans les 3 minutes qui me sont imparties, je fais remarquer d'abord que dire que le silence ou acceptation dans certains cas ne sert quasiment à rien si on ne clarifie pas le délai de retrait de cette décision tacite. Et ça va être un véritable casse-tête connu et que je vous souhaite effectivement bien du plaisir à résoudre. On l'a toutefois fait, je fais remarquer, en matière d'urbanisme. Sur le délai glissant que vous avez prévu si l'administration a demandé des documents, j'ai peut-être été trop avocate pendant trop longtemps d'administrés qui se font renvoyer de délai en délai, l'administration n'ayant jamais assez de documents, même lorsque le silence de l'administration vaut rejet, par exemple au bout de 4 mois. Et je pense aux étrangers, j'arrivais presque aux 4 mois pour pouvoir faire une demande devant le tribunal contre une décision de rejet. Et à ce moment-là, on me demandait une pièce supplémentaire et ça continuait et ça continuait. Voilà pourquoi je suis extrêmement mauvaise langue. Mais ce qui me pose le plus de problèmes, c'est l'article 21 qui comporte tellement de dérogations au renversement du principe qu'on ne voit pas très bien en pratique le résultat final.
Je crains aussi que la liste, et malgré les dérogations du grand 2 qui devra être pris par décret, permette à des sociétés d'obtenir des autorisations implicites dangereuses ou nuisibles, parfois alors même que le dossier aura été bâclé. Malgré les garde-fous, on a déjà plus de permis de construire illégaux tacites qu'explicites. Pour ma part, je limiterai cette acceptation tacite et encore aux demandes des personnes physiques. Le grand 2 est une aberration puisque si le principe est que les accords sont tacites, on ne doit pas faire une liste de tels cas au risque d'en oublier, mais bien une liste des cas inverses où le silence vaut refus. L'article 22 est bon en son principe, encore qu'il faudrait étendre les hypothèses des mesures de publicité pour les tiers qui n'existent guère en dehors de l'urbanisme et de la fonction publique. Même lorsque ces décisions tacites, express, auront été publiées sur un site Internet, comme certains orateurs l'ont fait remarquer, il y a toujours le problème de la fracture numérique. Reste aussi, et j'ai déjà dit, mais je le répète, en général, le retrait des actes tacites. Bref, les problèmes posés par cet amendement mériteraient plus d'études. Et c'est pourquoi, si le principe est peut-être bon, il ne peut être voté ainsi à la va-vite, même si j'ai bien entendu, Madame la Ministre, que nous aurons le plaisir de discuter avec le gouvernement en cours d'élaboration. Ce principe de voter ainsi un tel amendement à la va-vite paraît un petit peu choquant par rapport au travail qui est en train de faire un rapport d'évaluation qui est en cours auprès de la CADAC et on aurait pu attendre un petit peu pour voir jusqu'où aller. C'est pourquoi, compte tenu de mes réticences vis-à-vis de ce texte, le groupe écologiste s'abstiendra quant à cet amendement. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je ne vais pas reprendre tous les arguments. En revanche, vous avez au départ parlé du délai de retrait. Vous avez, dans l'article 23 de la loi 2000 dont on a parlé tout à l'heure, les 3 points pendant lesquels il peut y avoir délai de retrait. Donc c'est déjà écrit dans notre droit. Merci, Madame la Ministre. Article 23. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Opposition. Abstention. Merci beaucoup. Il est adopté. Amendement sur l'article 1er. L'amendement premier rectifié est présenté par Madame Lipiatz. Merci, Monsieur le Président. On a parlé de la publication des décisions par Internet, ou même plutôt les discussions par Internet que l'on pourra avoir entre administration et citoyens. Bien sûr que les écologistes sont tout à fait pour et pas simplement parce que ça fait économiser du papier comme souvent on le présente, mais aussi parce qu'en général c'est moins énergivore, donc c'est vraiment quelque chose de très bien. Toutefois, le numérique n'est pas simplement Internet, mais c'est-à-dire les adresses, les liens, les contacts que l'on peut avoir, mais c'est aussi la toile, c'est-à-dire l'ensemble des éléments que l'on peut avoir à sa disposition et que l'on peut reprendre à sa charge et en faire des articles. Et c'est pourquoi je propose cet amendement d'appel, parce que je sais que je n'ai pas le droit de le faire, mais c'est pas grave, je le fais quand même, à savoir la définition des conditions dans lesquelles seront publiées les délibérations, de telle façon à ou tous les avis de l'administration, de telle façon à ce que ces avis ou ces décisions de l'administration reçoivent une large publicité au sens public, c'est-à-dire que chacun puisse les faire siens, et notamment en les réutilisant et en refaisant des recherches sur Internet. C'est l'open data que je voudrais réellement mettre à disposition de tous les citoyens. L'utilisation d'un site public d'ouverture des données étant un gage de pérennité des décisions administratives. Merci. Porteur, quel est l'avis de la Commission ? Avis défavorable, d'ailleurs Madame Lipiatz vient de le dire. Les parlementaires n'ont pas le droit d'avoir l'initiative en matière d'ordonnance, c'est réservé au gouvernement. Merci Madame la Ministre. Quel est l'avis du gouvernement ? J'admire le rapporteur parce que l'avis du gouvernement est un avis de sagesse. Pourquoi ? C'est vrai que sur les éléments qui viennent d'être donnés, l'ouverture des données publiques de l'État et des opérateurs a fait l'objet de plusieurs décisions dans le cadre de la MAP.
et des travaux sont en cours entre Etalab et les collectivités locales regroupées au sein d'Open Data France pour avancer dans une direction commune. Le projet de loi de développement des solidarités territoriales et de la démocratie locale déposé sur le bureau du Sénat propose des avancées supplémentaires. Donc dans ce cas-là, il me semble possible d'accepter l'amendement. Merci Madame la Ministre. Je vous en prie. réponds à bas bruit au rapporteur, dans la mesure où il estime qu'effectivement je fais une erreur et qu'il est anticonstitutionnel. Je vais demander à Mme Lipiès de retirer son amendement. Et moi, je vais faire regarder de plus près une explication que nous avons travaillée en amont et qui ne semble pas convenir. Donc, merci, Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Ministre. Madame Lipiès, c'est-il retiré? Mais je pense que le gouvernement pourrait le reprendre à son compte. Et dans ce cas-là, ça serait son amendement. Non, c'est pas possible. Ah ben non, si c'est son amendement. Il est anticonstitutionnel parce que c'est moi qui l'ai déposé, mais si c'est le gouvernement qui nous propose de l'adopter, je ne sais pas. Donc, j'en déduis que vous ne le retirez pas. Si, il est retiré. Il est retiré. Nous votons sur l'article 1er. Pas de demande d'explication. Oui, pardon, Madame la Ministre. Je ne vais pas reprendre un amendement comme ça au pied levé, si vous permettez cette expression, Monsieur le Président. Donc, en revanche, je m'engage à le reprendre devant les députés. Merci de cette précision, Madame la Ministre. Nous votons donc sur l'article 1er. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Unanimité, je vous remercie. Amendement sur l'article 2. L'amendement 4, Madame la Ministre, est défendu. Défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? Avis favorable. Favorable. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Unanimité, il est adopté. L'amendement numéro 5 est défendu. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission? Favorable. Favorable. Pas de demande d'explication de vote. Même vote. Même vote. L'amendement numéro 6 est défendu. Même avis, monsieur le rapporteur? Non? Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission est défavorable, Monsieur le Président, pour une raison très simple, c'est que habituellement, c'est le terme de signature c'est plutôt le terme de publication qui est utilisé. Or, l'argument qui nous a été avancé par le gouvernement, c'est qu'il pouvait y avoir un délai de quelques jours entre le moment où le texte est signé et le moment où il est publié. Nous faisons remarquer au gouvernement que c'est les mêmes autorités qui publient et qui signent. Donc c'est à elles de s'organiser pour éviter ce genre de désagrément. Merci, monsieur le rapporteur, de cette précision. Madame la Ministre, vous vouliez intervenir. Il y a un petit désaccord entre nous, puisqu'en l'état, la rédaction retenue prévoit la codification des règles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance. Toutefois, en pratique, des règles qui entreront en vigueur postérieurement à la signature de l'ordonnance et préalablement à sa publication ne pourront pas être codifiées puisque l'ordonnance ne pourra pas être complétée après signature. Cet amendement rétablit donc la rédaction du projet de loi qui prévoyait de figer l'état des règles à codifier à la date de la signature de l'ordonnance. Oui, monsieur Richard, pour explication de vote. Une querelle qui ne peut être comprise que par quelques dizaines de personnes en France et qui, de surcroît, n'a aucun intérêt. De quoi s'agit-il? Quand on est en train de codifier un texte, on collecte tout un ensemble de textes qu'on considère devoir entrer dans le contenu de ce code. Voilà. Simplement, tant que le texte de codification n'est pas entré en vigueur, tous ces textes continuent à bouger, puisque naturellement, la France ne peut pas se passer de quelques dizaines de changements de règles de droit par jour. Et donc, le sujet, c'est que, une fois que les codificateurs ont fini leur travail, que tout ça a été complètement figé par le SGG en fin de parcours, le temps qu'on collecte les signatures et que survienne le délai de sortie au JO, qui en général prend quelques jours parce que c'est des textes lourds, il peut y avoir un des textes qui viennent d'être codifiés qui est modifié. Je pense que la seule solution, c'est que le SGG, qui a tous les talents, retarde la publication du dernier texte modifié pour que ça soit une première modification du nouveau code, plutôt que de jouer sur une date de signature qui, quand il y a 4 ou 5 contre-signataires, est à peu près impossible à prouver. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Juste un mot pour dire que, en pratique, ce qu'on vient de dire depuis le début de la discussion de ce texte, c'est qu'on met des années pour sortir un code.
Et là, on se bagarre pour des jours. C'est-à-dire que le SGG serait incapable de gérer quelques jours alors qu'il met des années pour faire sortir un code. Merci, monsieur le rapporteur. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Deux amendements font l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 7, il est soutenu, Madame la Ministre? Oui. Et l'amendement numéro 9 est présenté par monsieur le rapporteur? Oui, Monsieur le Président. En fait, le problème, c'est que dans le texte qui a été adopté par la Commission, donc, il s'agissait de viser les retraits des actes administratifs. Et donc, des actes administratifs unilatéraux. Et le gouvernement, dans ses explications, dans la discussion que nous avons eue avec lui, nous a expliqué qu'en fait, il ne s'agissait pas simplement du retrait, mais également de l'abrogation. Donc, pour faire un pas en direction du gouvernement, nous avons proposé, donc, dans l'amendement numéro 9, d'ajouter, après le mot retrait, donc le retrait et l'abrogation, mais de maintenir le texte de la Commission. Donc, je pense que de la sorte, les intentions du gouvernement sont satisfaites, et les préventions de la Commission également, car nous n'avons pas du tout envie de voir ajouter d'autres dispositifs que ceux relatifs au retrait et à l'abrogation dans le texte de l'habilitation. Et donc, vous demandez en réalité le retrait de l'amendement numéro 7. Voilà. Bonjour, Madame la Ministre. Alors, très immédiatement, est-ce que le gouvernement accepte de retirer le numéro 7 et quel est son avis sur l'amendement numéro 9? Eh bien, l'avis du gouvernement, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs les rapporteurs, c'est d'accepter de retirer l'amendement numéro 7 et de donner un avis favorable sur le 9. Merci, Madame la Ministre. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement numéro 9 veuillent bien lever la main. Unanimité, je vous remercie. Nous en arrivons à l'amendement numéro 2. Il est présenté par Madame Lipietz. Encore une entorse peut-être, puisqu'il s'agit d'un amendement d'appel. C'est la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à démocratie de proximité, entre guillemets, qui a supprimé la seule règle de fond tirant une conséquence de l'avis défavorable à une enquête publique. Avant cette loi, il fallait systématiquement un décret en Conseil d'État si l'avis n'avait pas été favorable. C'est d'ailleurs toujours exigé pour certaines opérations énormes, mais le sens de l'enquête est dans ces cas indifférent. Il y a 11 ans, on avait sans doute considéré qu'exiger un décret en Conseil d'État lorsque des élus responsables avaient opiné en faveur de l'utilité publique de leur projet, fût-il démesuré, était une forme de méfiance envers les élus locaux. C'est pourquoi la démocratie locale, ou l'idée que l'on se faisait alors, avait pris cette loi en régression par rapport à la démocratie réelle locale qui se base sur la consultation des citoyens. Aujourd'hui, un avis défavorable à la suite d'une consultation, d'une commission d'enquête n'a absolument aucune conséquence juridique, sauf la présomption d'urgence en cas de référé-suspension. Je vous laisse l'article du Code de l'environnement. À noter que non seulement un avis défavorable n'a aucune conséquence, mais qu'il y a une certaine tendance des préfets, en cas d'avis avec réserve, réputé défavorable si le projet n'est pas modifié dans le sens des réserves, à ne pas tenir compte des réserves, par crainte qu'un requérant soutienne qu'il faudrait refaire une autre enquête, et ça s'est d'ailleurs vu. Ce qui est vrai quand les modifications ne sont pas la conséquence directe de l'avis. À noter qu'il s'agit d'une règle prétorienne et que son écriture dispense de nouvelles enquêtes si le projet est modifié aux seules fins de répondre aux réserves serait une amélioration. Bref, c'est l'inutilité pour les citoyens d'aller faire savoir leur accord ou désaccord lors de l'enquête qui explique pourquoi peu de personnes se déplacent à ce genre d'enquête. Donner un sens à l'avis négatif est le souhait des écologistes qui devrait être entendu aujourd'hui ou demain par le gouvernement. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission? L'avis est défavorable ou sinon retrait pour une raison très simple, c'est que le droit en vigueur prévoit déjà quand même un certain nombre de choses, notamment le droit de l'environnement. Le Code prévoit que, en cas d'avis négatif
de conclusion négative du commissaire enquêteur, eh bien, il faut que la collectivité émette une délibération motivée pour demander la suite de la procédure. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, Madame la sénateur, je ne peux pas donner meilleur avis que celui proposé par Monsieur Portelli, et donc c'est à mon tour de dire rejet ou défavorable. Merci. Est-il retiré, madame? Non, il n'est pas retiré. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter veuillent bien lever la main. Merci. Et que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Nous votons sur l'article 2. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Opposition. Il est adopté. Amendement sur l'article 3. L'amendement 8. Il est défendu, madame la ministre, ou... Il est défendu. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? L'avis est défavorable pour la même raison que tout à l'heure. Merci. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, j'entends bien que effectivement cet amendement avait été défendu. J'entends bien qu'on a eu un avis défavorable. Je voudrais quand même, pour ma part, insister sur le principe de vacuité, parce qu'on est sur un principe de vacuité. Entre deux temps, entre le temps où on signe et le temps où il y a publication, eh bien, il peut y arriver, effectivement, qu'on ait des décisions à prendre. Et là, il y a vacuité. Et je reviens sur le mot vacuité. C'est pas le vide, c'est qu'on est vraiment dans ce qui n'existe pas. Et c'est pour ça que le gouvernement avait présenté cet amendement, que je veux représenter quand même, défendre avec vigueur et détermination. Merci madame la ministre. Je passe la parole à monsieur le rapporteur. Merci monsieur le Président. Il n'y a aucune vacuité pour une raison très simple, c'est qu'on parle de codification. On est en train de parler de codification de textes. On ne codifie pas des décisions. Et donc il n'y a pas de vacuité. Il s'agit de textes qui peuvent être dans le pire des cas des circulaires ou des directives. Et donc ce sont des documents administratifs, des actes administratifs qu'on est capable de planifier un temps soit peu et dont on peut remettre la publication de façon rationnelle, puisque ce sont toujours les mêmes autorités qui se trouvent décisionnaires de ce processus, qu'il se termine momentanément par une signature ou qu'il se termine par une publication. Merci monsieur le rapporteur. Alors, nous allons voter sur cet amendement. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Unanimité, il n'est pas adopté. Nous votons sur l'article 3. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? S'il n'y en a pas, je mets aux voix donc l'ensemble du projet habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Je ne vois pas d'opposition. Il est donc pas d'abstention. Il est adopté à l'unanimité. Et je vous remercie. Voilà pour cette séance consacrée à la simplification des relations entre l'administration et les citoyens. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires, c'est cet après-midi à partir de 16h30 avec l'examen en séance publique du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale. Bonne journée à tous.